Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'environnement Python. Toute cette année, nous allons travailler avec un éditeur qui s'appelle Spyder, on peut voir le nom en haut à gauche. Pour ceux qui veulent l'installer chez eux, vous pouvez tout simplement télécharger un, un kit complet qui s'appelle Anaconda, qui est gratuit et qui installe Python et Spyder sur votre machine avec toutes les librairies que nous utiliserons cette année. Donc une fois que tout est installé, vous allez pouvoir démarrer le nouveau projet, faire fichier, nouveau fichier, et vous allez pouvoir choisir l'endroit où vous stockez sur votre ordinateur le fichier Python. Une fois que vous l'ouvrez, il va apparaître dans un onglet comme ici. Il faudra bien être vigilant à ce que en haut de la fenêtre, le nom du fichier ici se termine bien par .py. C'est très important que vous ne créez pas juste un fichier texte sans extension .py, sinon vous ne pourrez pas faire fonctionner votre fichier, vous n'aurez pas la coloration syntaxique. Donc une fois que votre fichier est ouvert, il s'appelle ici sup s01.py, vous pourrez commencer à travailler et il faudrait bien penser à l'enregistrer régulièrement, c'est-à-dire que dès que vous faites une modification dans votre fichier, cliquer sur la petite disquette ici pour enregistrer. Donc le Python se compose de plusieurs parties. Vous avez la fenêtre de code ici, là, donc moi qui est en noir. La console Python qui est en bas ici à droite, qui permet de vérifier le résultat de l'exécution, et les menus et les barres d'outils ici en haut. Donc nous, on utilisera principalement comme bouton le bouton enregistrer et le bouton exécuter qui exécute le programme qui est affiché ici. Alors on peut voir que quand on exécute le programme, j'ai un numéro qui s'incrémente à chaque exécution. De temps en temps, il est bon pour être sûr de, d'avoir une version à jour, de relancer la console pour qu'elle ne garde pas trace des anciennes exécutions passées. Donc pour relancer la console, vous cliquez ici, vous faites redémarrer le noyau et il va redémarrer une console toute propre qui va commencer à 1. Quand vous avez terminé de travailler, vous pouvez enregistrer, fermer Python et vous aurez votre fichier qui sera stocké sur votre ordinateur. Ce fichier-là, vous pouvez le prendre, le copier n'importe où sur une clé USB, sur un cloud, et vous pouvez le rouvrir soit au Python de l'école, soit sur le Python qui est installé sur votre ordinateur personnel. Donc c'est important de bien comprendre cette manip. On a un fichier Python avec l'extension .py et un programme ici Anaconda qui contient Spyder et Python et qui nous permet d'ouvrir ce fichier et de l'exécuter. On rentre maintenant dans le cœur de la programmation. Donc ici, on va faire un premier script qui va nous permettre de voir comment on fait pour afficher un message dans la console. Donc la ligne qui nous intéresse ici, c'est la ligne 9, ici, qui est print. D'accord? Donc print, c'est l'instruction, parenthèse, et entre guillemets, je mets le texte que je veux afficher. Tout le reste en bas, on voit que c'est vert ou gris, c'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on appelle des commentaires, on verra ça plus tard. Tout ça, tout ce qui est en dessous n'est pas traité dans l'exécution, puisque c'est tout en commentaire, on dit à la machine de pas en tenir compte. Donc si j'exécute mon code ici, il m'affiche bien dans la console mon coucou les cieux. D'accord? Donc ça c'est pour afficher un message à l'utilisateur, ce qu'on appelle une sortie. Donc ce que je vous disais juste avant, c'est qu'on peut mettre des lignes en commentaire, c'est-à-dire des instructions qui ne vont pas être interprétées par Python. Donc pour mettre des commentaires, il y a deux possibilités. Soit je vais mettre plusieurs lignes d'un coup en commentaire, je mets 3 guillemets, toutes mes lignes de commentaires et 3 autres guillemets. Et même si je rajoute des lignes au milieu ici, d'accord, je pourrais toujours être dans mes commentaires. Soit je veux mettre qu'une seule ligne en commentaire et je la commence par un dièse pour mettre tout ce qui suit le dièse sera du commentaire. Donc ça c'est très utile même pour la programmation réelle pour expliquer un petit peu ce qu'on a voulu faire sur telle ou telle ligne. La première chose à maîtriser en programmation, c'est la gestion des variables. Une variable, ça va être un objet dans la mémoire dans laquelle on pourra stocker une valeur. Une valeur et une seule pour le moment. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. Vous voyez, dans mon script, moi, j'ai tout mis
ce que je ne me servais pas en commentaire, comme ça je pourrais y décommenter et y recommenter au fur et à mesure pour tester que ce qui m'intéresse. Donc ici, en ligne 23, je crée une variable que j'appelle varTest. Alors le nom de la variable, vous mettez ce que vous voulez en respectant quelques règles, d'accord? Il faut pas mettre d'espace, ce genre de choses, on les reverra ensemble. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est de mettre un nom qui nous permette de savoir un petit peu à quoi sert cette variable. On ne nomme pas juste ces variables A, B, C, D. Donc là, varTest, moi, c'est une variable de test qui va me permettre de faire quelques petits tests. Et vous voyez ici, j'ai mis tout de suite en commentaire derrière mon nom de variable, dièse, variable de test, que je sais que varTest est une variable de test. Je l'initialise à 0. Donc le égal ici me permet de dire que je mets comme valeur dans ma varTest la valeur 0. Puis si la ligne d'en dessous je dis varTest égale, ça veut dire que je mets comme valeur dans varTest qui vaut 0, donc 0 plus 1. Donc varTest à l'issue de la ligne 24 vaut 1. Et je peux aussi faire varTest plus égal 10. Ça veut dire que varTest va être égal à sa valeur plus 10. Donc du coup, à la fin de la ligne 25, elle vaut 11. Donc là, j'ai pu voir un petit peu la gestion de la variable. Donc la variable va s'initialiser ici en ligne 23 avec une valeur entière. Donc ma variable est une variable qui s'appelle varTest et qui contient un entier. On verra ça juste après, mais c'est très important. Une fois que ma variable est initialisée, que j'ai fait évoluer un petit peu sa valeur, il peut être intéressant d'afficher son contenu. Donc pour afficher le contenu d'une variable, on va utiliser à nouveau l'instruction print. Et donc je peux ici faire une instruction print qui va contenir et du texte qui ne changera jamais, et le contenu de la variable qui lui peut changer d'une fois à l'autre. Donc je fais print, ma chaîne de caractères comme tout à l'heure, comme coucou les su. Je ferme ma chaîne de caractères, virgule, et là ça veut dire que je vais lui rajouter une deuxième chose à afficher, qui sera varTest sans guillemets. Ça veut dire que comme il n'y a pas de guillemets, il va prendre le contenu de varTest si varTest est une variable qui existe. Si varTest est une variable qui n'existe pas, ça fera une erreur bien sûr. Donc si j'exécute ici mon code, j'ai bien coucou les sup ici, et ma variable de test vaut 11. 11 qui est le contenu de varTest. Ici, il est quand même très important de bien noter que si je mets dans mon affichage une variable qui n'existe pas, variable v inconnu, d'accord. Déjà, ici, il va me dire qu'il y a un problème, il me l'a souligné en jaune, il me dit que v inconnu n'a été défini nulle part. Donc si quand, dans votre éditeur de texte, vous avez ici un petit panneau, si vous exécutez, il est sûr, c'est quasiment sûr, vous allez avoir une erreur. Donc si j'enregistre ici et que j'exécute, boum, j'ai bien une erreur ici, il me dit v inconnu is not defined, v inconnu n'a pas été défini. Il faut obligatoirement, avant de lire le contenu de v inconnu, il faut lui mettre un contenu égal 102. À partir du moment où j'ai fait ça, le petit panneau s'enlève, je peux enregistrer, exécuter, et cette fois, ça marche. Deuxième chose, le type des variables. Je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit varTest égale 0, ça veut dire que je mets dans varTest une valeur entière, donc varTest est de type entier. Mais si dans ma variable je mets une chaîne de caractères, ma variable sera de type chaîne de caractères. Alors ici, je suis obligé de décommenter tout ce que j'ai fait pour voir avec vous ce que je voulais voir. Tac. Et ici. Voilà. Donc j'ai une fonction qui s'appelle type, qui me permet de dire quel est le type de la variable. Comme on l'a dit juste avant, le type de varTest, c'est entier. Si j'ai une variable dans laquelle je mets une chaîne de caractères, le type de ma variable sera chaîne de caractères. Pour les chaînes de caractères, on verra aussi qu'on peut soit mettre des guillemets simples ou des cotes, aussi ça marche aussi, on le verra plus tard. Ou alors, on peut mettre 3 guillemets comme pour les commentaires en haut, sauf que cette fois, ça veut dire qu'on pourra mettre du texte avec des retours à la ligne. Alors que quand on met des guillemets simples, on pourra mettre du texte avec des espaces, mais pas de retour à la ligne. D'accord?
Mais dans les deux cas, que ce soit le coucou avec des simples guillemets ou le coucou avec 3 guillemets les subs des chartreux, on aura un type chaîne de caractères, ce qu'on verra juste après. On verra aussi qu'il y a deux autres types qu'on utilisera régulièrement. Le type réel, et ici le symbole pour la décimale c'est le point et pas la virgule, ça c'est important aussi, attention. Et un type booléen qui sera soit true, soit false. Donc si j'exécute mon code cette fois, on peut voir ici le résultat de la ligne 33 avec classe int pour integer, entier, la classe string pour la chaîne de caractères pour la ligne 36 ici, l'affichage de la ligne 42 avec print var_str qui contient mes trois lignes, on voit bien que les trois lignes s'affichent bien avec sur trois lignes aussi. Donc on a bien, dans la chaîne de caractères, on a intégré le retour à la ligne, et on est toujours sur de la classe str. Et puis sur les lignes 44 et 47, on a bien une classe float, et une classe, donc float pour réel, et bool pour booléen. Une fois qu'on a compris la notion de type, il faut bien aussi comprendre que chaque variable va être typée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas forcément utiliser deux variables de types différents ensemble en fonction des différents cas. Et notamment dans le cas des opérations sur les variables. Les opérations sur les variables, qu'est-ce que c'est? Ça va être les additions, les soustractions, les multiplications, la division entière, mettre au carré, mettre à la puissance, ou calculer un modulo. Donc ça, c'est des opérations qu'on va pouvoir réaliser. On pourra le faire, il faudra toujours être très vigilant sur le type des variables. C'est-à-dire que ici, si je veux afficher var_test plus var réel, ça je vais faire une addition entre une variable entière et une variable réelle, aucun souci. Je peux très bien ajouter un réel et un entier, ça me donnera une somme réelle ici 21,5. Attention, j'ai affiché le résultat de la somme, à aucun moment je n'ai changé le contenu ni de var_test ni de var réel. Par contre, si je veux faire ici l'addition entre var_test et var_str qui sont pour la première de type entier et la deuxième de type chaîne de caractères, ici, si j'exécute, je vais bien sûr avoir une erreur. Il me dit que l'opérateur plus n'est pas supporté entre un entier et une chaîne de caractères. Python ne sait pas faire une addition entre un entier et une chaîne de caractères. D'accord? Donc, il faut être très vigilant sur le type des variables avant de faire des opérations dessus. Là, je remets cette ligne-là en commentaire hein, pour pas que lorsque je l'exécute mon script, j'ai cette erreur qui revienne. Par contre, je peux très bien additionner deux chaînes de caractères ensemble. C'est ce qu'on appelle ici la concaténation. Donc ça me fait ici coucou les subs des chartreux, les subs des chartreux. D'accord? Donc c'est le var_str qui contient coucou les subs des chartreux. Alors ce que je vais faire ici, c'est que avant je vais faire var_str égale coucou, tout simplement. D'accord? Hop. Et quand j'exécute ici, ce sera plus joli, coucou les subs des chartreux. Et c'est la même chose pour différents opérateurs. Hein. Ici, on a l'opérateur division réelle, pour mettre à la puissance, pour calculer le modulo, etc. Donc là, vous avez tout aussi un PowerPoint hein, qui accompagne cette vidéo sur lesquelles vous pouvez vous référer pour avoir les choses notées. De la même manière, on peut aussi comparer des variables par rapport à des valeurs ou comparer des variables entre elles, peu importe. Pour comparer, on va utiliser les opérateurs de comparaison. Il faut vraiment bien les connaître. L'opérateur égal, ici, c'est pas un opérateur de comparaison, c'est un opérateur d'affectation. Il permet de mettre la valeur 10 dans var_test. Les opérateurs de comparaison, on va avoir les classiques supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Et pour comparer la valeur, l'égalité, on va utiliser l'opérateur double égal. Est-ce que var_test est égal à la valeur 100? Et point d'exclamation égal pour le différent. Donc qu'est-ce que je fais dans toutes ces lignes-là? Res, ça va être un booléen qui va dire si oui ou non var_test est supérieur à 100. Si var_test est supérieur à 100, res sera égal à true. Si var_test n'est pas supérieur à 100, res sera égal à false. D'accord? Et vu que var_test est égal à 10 au départ, on va avoir le résultat suivant. D'accord?
Le point d'après, c'est là depuis le début, j'initialise mes variables en mettant une valeur en dur, on dit dans le code. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais exécuter mon code, à ce moment-là, varTest va être égal à 10 et pas autre chose. Il est possible de faire saisir une valeur à un utilisateur en utilisant l'instruction input. Donc l'instruction input, je marque ici le message qui va s'afficher à l'écran. Merci de saisir une valeur, s'il vous plaît. Tant qu'à faire, autant être gentil qu'on demande une saisie. L'utilisateur va saisir une valeur et cette valeur va être insérée dans cette variable-là, varUser. Cette variable-là sera forcément du type chaîne de caractères, même si je mets que des chiffres dedans. D'accord? On va essayer. J'exécute ici. Merci de saisir une valeur, s'il vous plaît. Je clique en bas, dans ma console. Je mets coucou. Je valide. Il me dit que j'ai inséré coucou et que c'est une chaîne de caractères. Si je réexécute mon code, et que cette fois je mets 1, 2, 3, que je valide, en appuyant sur la touche entrée du clavier, il me dit que j'ai mis 1, 2, 3, et que c'est une chaîne de caractères aussi. Donc si je fais une addition entre varUser et une autre variable, il faut que l'autre variable soit aussi une chaîne de caractères. Alors pour faire saisir des valeurs autres, je vais pouvoir convertir mes variables dans d'autres types. C'est-à-dire que je vais pouvoir convertir n'importe quelle variable en chaîne de caractères avec la méthode ici str. D'accord? Donc si varTest ici est un entier, ce qui est le cas vu le code qu'on a fait en haut, si je fais print le type de res, sachant que je fais res est égal à str de varTest, je vais avoir ici une chaîne de caractères. Alors, je vais mettre un petit texte pour qu'on puisse voir ce qui se passe ici. Je vais mettre int var str, tac, et pour se repérer un petit peu. Et quand j'exécute mon programme ici, j'ai bien je vais le mettre en commentaire pour le prochain coup. Hop. J'ai bien ici mon int var str. J'ai bien ici un str. Ça veut dire que le type de res, alors que varTest était un entier, le type de res, lui, est bien une chaîne de caractères. Et j'ai comme ça plusieurs fonctions. D'accord? J'ai la fonction int, ici, qui me permet de convertir une valeur en entier quand c'est possible. Donc ce n'est possible que si la valeur de départ ne contient aussi que des nombres. Je peux convertir une variable en réel avec la fonction float. D'accord. Donc je vous ai dit juste avant, je ne peux convertir en entier que si ma variable de départ contient que des nombres. Que la variable de départ soit un réel aussi, ou une chaîne de caractères ici. C'est-à-dire que si ma chaîne de caractères ne contient que des chiffres, je peux la convertir en entier. Si elle contient des chiffres, un point et des chiffres, je peux la convertir en réel. Si elle contient autre chose, la conversion va générer une erreur. C'est ce qui se passe ici si j'active la ligne 107. Alors avant d'activer la ligne 107, je vais aussi remettre en commentaire la saisie de valeur qui m'évitera d'avoir à ressaisir quelque chose à l'exécution. Donc là, il me dit impossible de convertir en entier le mot coucou. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais juste vous présenter les méthodes. Les méthodes sont des actions qui sont propres à chaque type. Donc pour les entiers, j'ai des méthodes. Pour les chaînes de caractères, j'ai d'autres méthodes. Alors une méthode, pour voir quelle méthode je peux utiliser, quand vous allez utiliser votre variable, donc ici var str qui est une chaîne de caractères, quand je fais point, il va vous proposer tout un tas d'actions que vous allez pouvoir faire. D'accord? Donc on verra au fur et à mesure des différents cours tout ce qu'on peut faire. Les roses vont être des actions, les oranges vont être des tests qu'on va pouvoir tester. Donc ici, je vous ai montré juste deux méthodes. La méthode lower, qui met la chaîne de caractères en minuscule. C'est-à-dire que si je fais var str égale coup avec des minuscules et des majuscules, d'accord? Quand je vais exécuter
mon print, ah bah, il faut que je remette ma ligne en commentaire ici, sinon ça va pas. Tac. Quand j'exécute mon script, le coucou ici s'affiche bien en minuscule. D'accord? Pour être sûr que c'est bien ce coucou-là, je vais mettre ici minuscule, virgule, va rester à coucou, hop, et je mets minuscule, donc tout en minuscule, coucou. J'ai une méthode aussi qui s'appelle underscore len, qui va me calculer la taille le nombre de caractères de ma variable, ici chaîne de caractères. Et pour les variables entières, je vais avoir d'autres méthodes et on les verra pareil au fur et à mesure. Donc voilà pour cette première vidéo. Je prépare une deuxième vidéo juste après pour vous présenter la suite du cours sur les conditions et les boucles. Bon courage à tous!